Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir vous voir. Je reconnais des visages de fois en fois. Et il y a une dimension toute particulière au fait d'être ici aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est d'une certaine manière ici que tout a commencé. Puisque la première fois que j'ai eu l'occasion de parler, d'exposer ces thèses qui sont les miennes aujourd'hui, qui se trouvent publiées sous la forme des premières livraisons d'un feuilleton sur l'économie, vous êtes les premiers à en avoir écopé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, à l'invitation de Jean-Yves, la toute première fois que je suis venu ici, auprès de la table de concertation, c'était à Shawinigan, et c'était pour la première fois tester ces idées sur un public. Vous ne le saviez pas, vous étiez mes cobayes. Et de très bons cobayes, puisque cette recherche-là s'est poursuivie, je dirais, dans la patience et la lenteur pour donner lieu à ces écrits qui sont aujourd'hui publiés par Lux Éditeur. Je n'ai pas aujourd'hui l'intention de militer pour une cause sur un mode en quelque sorte pratique et immédiat, comme s'il s'agissait de trouver une solution immédiate à un problème immédiat. C'est un travail philosophique que j'engage et que j'assume, et je me propose aujourd'hui de vous le partager. Il tourne autour d'un mot central dans notre culture, dans nos pratiques, qui est celui d'économie. Mon travail, pour le dire sans détour, consiste à ôter l'économie aux économistes. Mon travail consiste à rappeler que le mot économie, qu'on utilise d'une certaine façon, pour ne pas dire d'une façon certaine, relève d'une discipline qui en a fait un usage tout à fait restreint, tout à fait étriqué, un usage tout à fait fermé sur un tout petit champ, alors que ce mot d'économie a dans notre histoire, dans notre tradition culturelle, intellectuelle, scientifique, connu des usages, des acceptions, des significations, des définitions tout à fait variés et riches. Et je veux rappeler ces usages-là parce que ces usages oubliés sont plus à même de nous rappeler, sont plus à même de nous informer sur ce que signifie le mot économie, contrairement à ce que l'on en fait aujourd'hui. Ôter l'économie aux économistes, ce n'est pas réfuter l'existence d'un champ qui s'appelle la science économique. De toute façon, il faudrait vraiment être coupé du monde pour ne pas savoir qu'il y a dans nos sociétés des experts, des professeurs, des conseillers, qui se disent économistes et qui viennent nous dire continuellement que la croissance est importante, que la grande entreprise crée de l'emploi, que la loi de l'offre et de la demande régit nos comportements sociaux, que nous sommes des sujets égoïstes, que nous sommes en compétition, que nous sommes en concurrence, qu'il y a dans notre ordre civique une théorie de l'équilibre général qui veut que le marché, par lui-même, d'une manière magique, régule les rapports. Amen. Cela nous est répété continuellement par les bons apôtres d'une discipline qui existe, qui développe des théories, des notions, des manuels scolaires, des experts formés sur mesure pour intervenir dans des émissions de télévision, ainsi de suite, des chambres de commerce, bon, qui forment des conseillers, à mon sens, pas toujours, vraiment pas toujours, mais très souvent, beaucoup trop souvent, des acteurs qui sont beaucoup plus près de l'idéologie que de la science. L'idéologie, c'est un discours d'intérêt déguisé en science.
Hein, donc on a intérêt à ce qu'on pense à matiner un peu de science, là, de calcul, de chiffres, de grands mots compliqués, hein, un discours qui sert une classe particulière, et donc ça s'appelle le capitalisme. Je ne récuse pas, là je ne suis pas ici, contrairement aux apparences, pour faire le procès des économistes. Ça serait soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop court, et ce n'est pas mon objet. Ce que je veux faire, cependant, ici, maintenant, c'est récuser l'appellation d'économie de ce champ. L'appellation de ce champ, la désignation de ce champ comme étant celui de l'économie. Cette idée qu'il y a une discipline qui s'appelle l'économie en propre. Hein, ce seraient eux, les économistes, qui ont en quelque sorte une sorte de droit particulier, qui sont titulaires de la notion d'économie. Bon. Pour dire les choses autrement, il s'agit juste d'utiliser une image, hein, puis pensez pas que je cible une personne en particulier, vous voyez ça, c'est vraiment comme une illustration. Il y a une émission de télévision qu'on connaît bien qui s'appelle RDI Économie. Bon, à mon sens, moi, elle ne devrait pas s'appeler comme ça. Ça devrait être RDI Intendance ou RDI Capitalisme. Parce que là, on serait plus proche de l'objet. Hein. Mais dans notre histoire, bien au-delà de cette émission qui n'est qu'un épiphénomène, on a appelé économie ce qui renvoie à la production, à l'argent, à la thésaurisation, au capital, aux marchandises, à la consommation et au capitalisme à la rigueur comme tel. On va aller dans la rue, demander à n'importe qui à quoi penses-tu quand je te dis économie, on va sortir ces mots-là. Hein, argent, production, bon. Dans l'histoire, le mot économie a occupé une place centrale dans un très grand nombre de disciplines étrangères à la science économique, que j'appelle plutôt la science de l'intendance, de la gestion de l'administration, de la comptabilité ou du management. C'est des domaines qui sont propres à l'intendance au sens général, hein, et qui veulent dire tout autre chose. Ce sont des usages dans l'histoire tout à fait centraux du mot économie, qui n'ont rien, mais absolument rien à voir avec l'argent, la production de biens, de marchandises, de services, la consommation, la distribution, la thésaurisation, la capitalisation, l'investissement et le reste. Rien à voir. Hein, prenez les sciences de la nature, la biologie, la théologie, la rhétorique, la critique littéraire, l'histoire de l'art, la métapsychologie, la psychologie, la psychanalyse, la logique, les mathématiques, le droit, toutes ces disciplines-là ont eu dans leur lexique propre un usage ou des usages particuliers du mot économie ou de termes afférents comme investissement, commerce, distribution, circulation, ainsi de suite, épargne, sans du tout que ça n'ait de lien avec ce à quoi on associe aujourd'hui le mot économie, de manière étroite. Bon, par exemple, avant de parler d'écologie, au milieu du XVIIIe siècle, on parlait de l'économie de la nature. En biologie, on a parlé d'économie pour penser la coopération des organes. Il y a quelque chose d'économique à l'œuvre entre l'activité du foie, des poumons, du cœur, du cerveau, du système nerveux. C'est une vaste économie qui est à l'œuvre. C'est-à-dire un système constitué de relations qui ne sont pas absolument systématiques et prévisibles, qui ont quelque chose d'un peu précaire, un peu accidenté, un peu bon comme ça, un peu magique aussi, quoi. En théologie, hein, l'économie qu'on retrouve, c'est un temps qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, et qu'on trouve ensuite chez les pères de l'Église, hein, Tertullien, Irénée, Hippolyte, et Jean Chrysostome et d'autres. On a toute une pensée du commerce avec les dieux. Et c'est cette idée que, et on peut transposer ensuite ce fonctionnement-là à l'État aujourd'hui, ou à d'autres institutions. C'est l'idée qu'aucune institution, aucune pratique administrative, aucune forme d'organisation sociale n'est pensable sans un principe qui vient l'autoriser. C'est un principe comme ça peut être la démocratie, ça peut être Dieu, ça peut être la justice sociale, ça peut être la solidarité, mais il y a un principe comme ça qui vient en quelque sorte, au fond, autoriser, justifier, fonder, légitimer des formes d'organisation très concrètes, comme se rencontrer aujourd'hui entre nous ici. Hein? Et ces formes très concrètes-là sont au fond le reflet, la médiatisation, l'emblématisation de ce concept qu'on ne voit jamais pour lui-même, qui a toujours besoin d'incarner.
parce que ça s'appelle l'économie. Et je pourrais continuer comme ça, avec, en métapsychologie, avec l'enjeu de l'investissement psychique, du fait de l'activité pulsionnelle de l'appareil psychique, l'investissement psychique pour dépenser de l'énergie psychique dans des objets, hein, de façon à épargner de l'effort de refoulement. C'est tout ça serait une conférence en soi, mais ça s'appelle l'économie. L'économie existe sous différentes formes. Pourquoi étudier l'économie par tous ces détours de l'histoire, plutôt que de s'en tenir à la bonne définition qu'on nous donne au cégep dans un cours d'économie, où en gros on dit l'économie c'est faire de l'argent. Bon, c'est permettre au plus grand nombre de gens de faire de l'argent. Bon, si je caricature. C'est parce qu'au fond, quand il s'agit, à travers ces définitions-là, dans le secteur, dans le champ de la biologie, des sciences de la nature, de la psychanalyse, des lettres, quand il s'agit d'étudier ce qu'on entend par économie, secteur par secteur, en sachant que ce ne sont pas là des synonymes. On est assez en santé mentale pour savoir que dans les sciences de la nature, quand on parle de l'économie d'un écosystème, on ne parle pas de la même chose qu'en mathématiques, on parle de l'économie de théorème. Ce sont des usages différents pour l'économie, donc ce ne sont pas des synonymes, mais en même temps, quand on étudie tous ces usages-là, on se rend compte que ce ne sont pas non plus des homonymes. Ce n'est pas par hasard que c'est le même mot qui revient. Il y a bien quelque chose d'une définition commune qui travaille tous ces usages-là. Il y a bien quelque chose de transversal là, à tous ces usages-là qu'on peut, au fond, saisir dans un concept. Et ma définition, au fond, qui est issue de toutes ces lectures, c'est pas moi qui opine, c'est pas juste une improvisation, mais à partir de toutes ces lectures-là, ma proposition, mon hypothèse pour définir l'économie, c'est de dire que l'économie est une connaissance des relations bonnes. À chaque fois qu'il est question d'économie dans un texte, quel que soit le domaine, il s'agit de penser des relations qui sont fécondes entre des éléments. Ça peut être entre des éléments entre eux, des espèces, ça peut être entre les êtres humains et des éléments, ça peut être entre les êtres humains entre eux, ça peut être... Bon, mais c'est de penser un système ouvert dans lequel des éléments provoquent, génèrent des résultats bons, escomptés, féconds. C'est ça l'économie. Si on la définit comme ça, on se rend compte que ce qu'on appelle économie dans la science économique ressemble fort peu un système dans lequel il y aurait des relations fécondes, des relations bonnes. Même si je parle de théologie, je dirais moi que je suis le colporteur de la mauvaise nouvelle. Et il m'importe d'inscrire tout ce que j'écris quand je pense aux conséquences du développement hégémonique de la science économique depuis 200 ans et plus, de rappeler que c'est en grande partie en raison de ce qu'a autorisé, sur un mode scientifique, entre guillemets, cette science, dans le cadre de la révolution industrielle, du capitalisme avancé, de la financiarisation de l'économie, dans ce cadre-là, que c'est ce régime idéologique-là qui explique qu'aujourd'hui, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité ou selon le groupe intergouvernemental sur le climat, qu'une espèce sur 8, à terme, est aujourd'hui menacée, c'est-à-dire 1 million d'espèces. Que si on n'agit pas dans les prochains mois, c'est une façon de dire qu'il est trop tard, parce que personne ne bouge. Si on n'agit pas dans les prochains mois, on s'entend pour dire que le climat va suivre une courbe de réchauffement de 2 degrés et plus, ce qui engendrera des résultats imprévisibles. On n'est pas en train de nous prévoir quelque chose, on est en train de dire, au-delà de ça, nous, on ne répond de rien parce que c'est la chaîne alimentaire universelle qui est bouleversée, c'est la crue des eaux qui s'observe d'une manière inédite, ce sont les glaciers qui fondent, c'est le désert qui avance, ce sont les terres qui s'érodent, c'est les forêts qui fondent comme peau de chagrin, c'est les nouveaux insectes qui migrent, ce sont un monde qui se transforme. Et aujourd'hui, cet économisme-là, cette science économique qui a été au fond le visage, le visage discursif d'une idéologie extractiviste,
d'une idéologie industrialisante à tout craint et consumériste, ce discours-là est à l'origine de toute une forme de pensée qui se traduit par une expression qui est celle du capital. C'est-à-dire qu'on a subordonné, sous l'expression capitalisme, et économie, qui est devenue son espèce de synonyme joyeux et au fond digne, des pratiques au fait de pouvoir permettre la thésaurisation, c'est-à-dire la création d'un capital. Aujourd'hui, on associe à tort économie et capitalisme. Et au fond, le mot capitaliste, moi je m'ennuie de l'époque où on utilisait le mot capitaliste soit pour le dénoncer, soit pour y adhérer. Ça, on a connu ça jusque dans les années 90, je dirais. Il y avait de part à gauche et puis à l'extrême gauche, des gens qui s'opposaient au capitalisme de manière très très critique. Et il y avait au centre droit, et très à droite, des gens qui défendaient le capitalisme de manière tout à fait affirmée. Et à un moment donné, je pense que le succès des gens à gauche a fait qu'à droite, on a décidé de changer de mot. On a cessé de se dire capitaliste parce qu'on prêtait trop le flanc à la critique quand on s'est mis à parler de libéralisme, de néolibéralisme, de mondialisation financière ou économique, d'économie de marché, de monde libre, ainsi de suite. Et là, on a développé les euphémismes pour faire oublier ce mot de capitalisme qui est le plus important, je pense. Parce qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est pas excessif. C'est le mot le plus approprié pour penser notre époque, beaucoup plus que celui d'économie. Le mot capitaliste, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui est divisé en deux parties. Capital, c'est pas excessif de dire que le capitalisme porte sur le capital, je pense que jusque-là on peut me suivre. Bon, le capital, c'est ce qui est au centre du capitalisme, notre régime. Qu'est-ce que c'est que le capital? Le capital, c'est ce que personne ici n'a. Je vais vous dire à quel point c'est pas démocratique. Et le capital, ce sont des actifs excédentaires dont on dispose dans le but de les augmenter. C'est ça le sens du régime. Du capital, ce n'est pas seulement de l'argent. Très souvent, par association d'idées, on pense que le capital, c'est de l'argent. Le capital, c'est tout ce dont on dispose quand on est puissant pour faire en sorte qu'il y ait plus de capital au terme d'un processus industriel, par exemple, ou financier. Ça peut être, évidemment, des fonds financiers, l'argent, de l'argent en masse, de grands volumes d'argent. C'est aussi des usines. J'ai perdu ma mémoire. Qu'est-ce que je disais, non? Merci. Le capital, c'est des usines, c'est des brevets, c'est du personnel qu'on peut embaucher, c'est de la force de travail qu'on dévie de sa trajectoire pour qu'elle nous serve. C'est des matières premières. C'est tout ça le capital. Et le capital est transformé soit par des processus industriels, soit aussi par des processus spéculatifs à la bourse, soit par toutes sortes de procédés qui fait qu'à la fin, on en a plus qu'au début. Ça, c'est le capital. Très peu de gens ont du capital. On peut avoir un peu d'épargne, mais l'épargne, ce n'est pas encore du capital. Le capital faut porter là, mérite cette appellation-là lorsqu'il a une portée suffisamment grande pour vraiment s'imposer dans l'histoire. S'imposer sous la forme de création d'usines, d'initiatives larges et probantes. Bon. Très peu de gens ici, voire personne, n'a du capital. Le capitaliste, c'est par exemple André Desmarais qui rencontre un jour dans une activité mondaine Dominique Champagne, c'est arrivé, et Dominique Champagne se met à lui parler d'écologie, et André Desmarais l'interrompt parce que ça l'agace en disant « T'es bien gentil mon brave, mais excuse-moi, je dois t'interrompre parce que je dois m'en aller, j'ai beaucoup d'argent à faire demain. » Nous, on va dire, quand on est sous un lien professionnel, un lien d'emploi, on va dire j'ai beaucoup de travail demain. Et que ce soit d'ailleurs sur une base professionnelle ou sur une base personnelle, j'ai beaucoup de travail demain. Demain, je dois m'occuper de mon jardin, demain, je dois m'occuper de mes petits-enfants, demain, je dois m'occuper de mes clients, demain, je dois m'occuper de mes étudiants. Mais, bon, on a du travail. Non, eux, ils ont de l'argent à faire parce qu'ils ont du capital. Et donc, le capitalisme, loin d'être un régime de nature démocratique, le capitalisme consiste en un régime dans lequel on favorise la croissance du capital de ceux qui en ont.
Bon, et c'est tout le problème du capitalisme, c'est le capital, mais c'est aussi le isme. Le isme, il renvoie à quoi? Il renvoie à un régime, à un ordre structuré, à des institutions. Ça commence par l'État, ensuite les ministères, hein, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, qui s'assure que tout soit sécurisé pour que ceux qui ont du capital gardent le capital. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une révolte, par exemple, pour partager le capital. Bon. Ensuite, c'est les universités, les médias, et tout concourt à faire en sorte que lorsqu'on agit, on est encouragé à le faire à la condition que cela profite à quelqu'un quelque part qui va engranger du capital de cette attraction. Vous voulez organiser un festival de danse folklorique, il faudra que ça soit bon pour l'hôtellerie. Il faudra que ça soit bon pour le tourisme. Vous voulez créer une chaire de recherche en quelque chose à l'université, il faudra que l'industrie trouve son compte. Sinon, on ne vous encouragera pas, on va vous voir comme des rêveurs, des idéalistes, et bon, on va vous diffamer, quoi. Bon. Et donc c'est tout le problème de cette association entre l'économie et le capital. Et à terme, le problème vient au fait que tout y passe. Ce n'est pas seulement les choix individuels, c'est même la pérennité des écosystèmes. Et quand un régime a pour indice principal le produit intérieur brut, hein, qui veut dire que tout ce qui compte, c'est les transactions qui sont enregistrées auprès des tiroirs caisses, hein, on est dans un régime aveugle aux conséquences destructrices des opérations qui entourent. Ici, mettez le feu à l'immeuble, c'est bon pour le PIB. Ne serait-ce que pour comptabiliser les coûts qu'il en faudra pour l'éteindre. On fait avancer l'économie si on met le feu ici. Là, s'il faut reconstruire, c'est encore mieux. Bon, donc l'économie suppose qu'on coupe à blanc de forêt, qu'on vide les eaux de la morue, qu'on épuise les sols au point où, après 20-30 ans, ils sont complètement érodés. Ça, c'est bon pour l'économie. Bon, on voit très bien que cet usage du mot économie est orwellien. Orwellien au sens où George Orwell, dans son roman 1984, a dépeint un ordre idéologique dans lequel les mots signifient leur contraire. Ah, la paix, c'est la guerre, ainsi de suite. Mais là, c'est la même chose. C'est que ce qu'on appelle l'économie, si on définit le mot par rapport à ses autres usages dans l'histoire, on se rend compte qu'il désigne le contraire de ce qu'on entend normalement ailleurs, dans des champs non idéologiques, hein, sous son appellation. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant, en faisant de l'ordre dans mes fiches. C'est comme brasser les cartes. C'est un moment créatif en philosophie, aurait dit Patrice Laux. Donc, l'économie, si on oublie la science économique, si on oublie l'idéologie marchande, si on oublie le discours courant, si on oublions, faisons cet effort-là d'oublier que économie égale argent, égale capitalisme, égale production, égale... Bon. Et revenons-en à des usages autres. Avant de parler d'écologie, on disait l'économie de la nature. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 1749, on a un pionnier de la science, des sciences naturelles, Carl von Linné, un Suédois, très connu dans l'histoire des sciences, qui fonde un discours sur la nature qui n'est pas platement taxinomique, là, au sens où il ne fait pas seulement des classements d'espèces, mais il s'intéresse aux espèces animales et végétales, en fonction évidemment des recoupements mâles-femelles, par exemple, et puis de l'appartenance aux mêmes aires géographiques, mais aussi à leurs interactions. Ce qui l'intéresse, c'est comment dans tout un système de la nature, on peut penser la nature par rapport à la façon dont elles interagissent. Et donc, il s'intéresse d'une part au classement, mais aussi à la façon dont les gazelles, dont les algues, dont les arbres, dont les grands mammifères interagissent pour créer une sorte d'ordre qui, dans son esprit, tient tout à fait clairement. On n'est pas à l'ère de Darwin où il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui s'ajoutent. Là, c'est comme une sorte de tableau idéal où tout existe en fonction d'un grand ordre, et c'est ce qu'on appelle le fixisme. Bon. Mais ce qui l'intéresse, c'est nouveau, ça. Il faut se placer dans l'esprit de l'époque, là, où il y a un scientifique de génie qui commence à penser à un ordre, et il appelle ça l'économie. L'économie de la nature, c'est comment tout collabore. Bon,
et tout coexiste, et c'est en fonction des relations entre toutes les espèces animales, végétales et les enjeux climatiques qui viendront un peu par la suite, qu'on peut penser cette organisation-là. Et chez lui, cette organisation-là est le signe d'une volonté divine. C'est une approche à la fois scientifique et théologique où on voit là une volonté. Aujourd'hui, on prend encore, Darwin n'est pas très loin de ça, il va parler d'un grand mystère. Aujourd'hui, sans être chrétien ou sans être croyant, on peut très bien regarder la nature et continuer d'être impressionné par cette espèce de miracle, cette espèce de puissance comme ça, qui se multiplie sous toutes sortes de formes et qui, d'une manière absolument mystérieuse, continue, quand il n'y a pas trop d'humains, de se perpétuer de fois en fois, d'étape en étape. Et donc, chez lui, c'est l'économie de la nature. Il écrit ceci. Afin que les choses naturelles subsistent dans une série ininterrompue, la sagesse de l'esprit souverain a ordonné que tous les vivants travaillent sans cesse à produire de nouveaux individus, que tous les êtres naturels tour à tour se tendissent une main secourable pour la conservation de n'importe quelle espèce et que, enfin, la mort et la destruction de l'un servissent toujours au rétablissement de l'autre. Par économie de la nature, on entend la très sage disposition des êtres naturels instituée par le souverain créateur, selon laquelle ceux-ci tendent à des fins communes ou à des fonctions réciproques. Bon, si on s'en était tenu à ça, on pourrait dire que c'est une vaste invocation presque poétique. Il reste que c'est la première fois dans l'histoire de la nature que le mot économie vient pour penser à un ordre, et les naturalistes suivants, qui sont les économistes de la nature, si on veut, eux vont commencer à penser ce système-là en doutant de la présence divine derrière. C'est comme si Dieu allait passer d'ailleurs du champ de la science de la nature au champ de la science économique, parce qu'on va avoir la main invisible du marché, qui va un peu remplacer la volonté du souverain dans l'ordre naturel. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, on est face à une définition où là, tout tient à sa place. C'est comme si les proies existaient pour que les prédateurs puissent les manger, pour qu'eux-mêmes soient présents, pour que leurs prédateurs puissent pour lécher les babines, jusqu'à ce qu'au centre de tout ça, l'être humain trouve sa place. Bon, c'est un ordre très théologique. Il reste que là, il y a une part de tout. Moi, j'aime beaucoup ces petites phrases-là quand on lit. C'est des petites phrases parfois qui semblent presque anecdotiques et tout se trouve. À un moment donné, l'idée va dire « Et si, dans ce système-là, une seule espèce venait à manquer, c'est tout l'ordre naturel qui s'en trouverait bouleversé. » Mais heureusement, Dieu est là pour s'assurer que tout le monde soit à sa place. Bon. Et pour Gilbert White, qui vient une génération plus tard, lui était en Angleterre, il a fait le journal d'un naturaliste de Selborne, qui est le 3e livre le plus lu en Angleterre après la Bible et Shakespeare. C'est un livre de chevet là, pour les Anglais cultivés, disons. Lui, il s'intéresse à l'économie en ajoutant, en insistant sur ce qui est en cause par rapport à une sorte de doute. C'est-à-dire qu'il se demande comment il se fait, par exemple, que les poissons mangent parce que les vaches qui ont chaud vont se rafraîchir dans le marais, et puis donc elles laissent tomber de la bouse, donc c'est ça qui nourrit les poissons. Donc comme il pointe le fait que cette économie-là fonctionne, c'est indéniable, sinon on ne serait pas là nous-mêmes, parce que nous sommes la nature, comme dit Bruno Latour. Mais cette économie-là, elle est fragile, elle relève d'aucune théorie générale absolue qui, une fois pour toutes, s'applique. Il y a toujours quelque chose d'un peu miraculeux ou précaire qui est à l'œuvre et qui fait que cette fois-ci, les choses évoluent dans un tel sens, cette fois-là, dans un autre sens. Et c'est ce qui explique la spécificité, d'ailleurs, des écosystèmes qui ont mené, surtout dans des îles, par exemple. On s'organisait sur des modes spécifiques afin que les êtres humains viennent les visiter et amènent toutes sortes d'animaux stéréotypés comme des chiens, des chats, Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que si on veut comprendre l'évolution du mot économie, il y a 2 choses à dire. D'une part, il a existé dans tous ces champs dont je vais parler. Je ne vais pas prolonger les descriptions, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais il y a cette espèce de réflexion sur des usages comme ça, systématiques, qui supposent une ouverture. Et c'est à partir de ces définitions-là
que l'économie politique est apparue. Hein? C'est-à-dire que très souvent, quand on pense à l'économie politique, on se dit, bon, elle existe au jour le jour, on regarde RDI Économie, on lit la presse, on sait trop, quoi, puis on entend des experts qui nous disent il faut taxer moins les entreprises, il faut, je sais pas moi, former les étudiants pour qu'ils soient performants sur le marché du travail, pour qu'ils deviennent une ressource humaine pertinente pour ceux qui vont acheter sa force de travail. On a ces discours-là. Et quand on n'est pas dans le pur présent du discours économique, on ne sait pas d'où elle vient vraiment. On connaît mal son histoire. Très souvent, on fait un grand saut, on retourne chez les Grecs de l'époque antique, puis là, on pense à l'oikonomia, la loi de l'habitat. On dit, ah oui, au fond, l'économie, c'est la loi de l'habitat. C'est ça que ça veut dire étymologiquement, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il y a entre les deux, c'est une reprise par les premiers économistes, parce que le mot économiste a seulement 250 ans, les premiers économistes qui, dans ces années-là, où Carl von Linné, puis Gilbert White, puis Edward Blyth, puis d'autres naturalistes pensent l'économie de la nature, s'emparent du mot économie. Donc, pour la première fois, on a des économistes qui, eux, en particulier, les premiers s'intéressent au secteur agricole. C'est François Quesnay, notamment, c'est Dupont-Nemours, c'est de ma mémoire fidèle, c'est le duc de Mirabeau, ils sont 4 ou 5 comme ça, scientifiques, c'est en même temps des scientifiques qui ont des fonctions comme médecins, ainsi de suite, et qui sont des conseillers du roi, Louis XV, et qui ont donc le pouvoir pour penser à un ordre social, l'organisation d'un ordre social. Et ces premiers économistes, qui vont se dire économistes, qui vont s'approprier le mot économiste, et vont penser à la science économique, empruntent aux sciences de la nature le mot économie parce qu'ils s'intéressent d'abord à l'agriculture. Et là, ils disent, on va prendre les sciences, les théories de la science économique, les connaissances de la science, des sciences de la nature, et on va les appliquer au domaine agricole en étant extrêmement comptable. Et là, on va faire passer la nature du plan d'une observation empirique, sensible, réelle, à un plan purement théorique. Et là, on va faire valoir le calcul, la nature du calcul, la nature de la science, la loi naturelle, le droit naturel. Et là, on fait passer la nature du plan d'une observation un peu en quelque sorte médusée, devant le spectacle des interactions multiples, à une sorte d'ordre où l'être humain a le dessus sur l'organisation des choses. Et c'est là où on est confronté à un discours qui se dit impérial, un rapport impérial à la nature. Et donc là, l'idée, c'est de plus du tout tenir compte des aléas de la nature. C'est comme si la nature était une chose qui était prédisposée, qui était là, qui obéissait de la même manière. On parle d'une machine. La nature devient une machine. Il y a René Descartes qui est passé par là. Donc c'est une grande machine. Et tout ce qui compte, c'est comment penser la comptabilité de ce que produit cette machine-là pour entraîner du capital. C'est-à-dire on va cultiver d'une manière rationnelle, en dominant la nature, pour extraire le plus possible d'elle, de façon à distribuer des biens sous une forme marchande, en mettant l'argent au centre des opérations de calcul, de façon à débloquer, enfin générer un capital, un profit, qui sera réinvesti l'année suivante, quand viendra le temps de relancer les récoltes. C'est la première fois que des économistes interviennent. Ce n'est pas des capitalistes comme on l'entend aujourd'hui. Ils ne cherchent pas à faire de l'argent, puis à rouler dans des carrosses d'or, puis à narguer le plus faible. Mais il s'agit d'une structure mentale qui consiste à dire la nature, on n'a même pas à la voir. C'est comme une puissance donnée. C'est comme à un moment donné, on en parle comme d'un capital premier. C'est comme la première mise de fonds, c'est d'avoir une terre. Mais la terre, elle est vue comme une sorte de variable produite de la même manière, complètement stéréotypée. Et ce qu'on met par-dessus, ce qu'on applique, c'est une sorte de grille de lecture qui est strictement abstraite et qui consiste à dire on va tirer de ça tout ce qu'on peut et on sait comment rationner le calcul. Et dès qu'il y a une erreur, l'erreur est du côté du réel, notre système est parfait. C'est comme ce système, vraiment un système qui fonctionne de manière fermée, quoi. Et donc, on a un rationnement des méthodes, une organisation de marché, l'idée qu'on subordonne au système de calcul toute activité et on prend l'argent comme unité de mesure. À un moment donné, on dit si le blé est trop cher, c'est pas à cause du système qu'on a mis en place pour faire en sorte qu'on écoule du blé sur les marchés en le vendant à un certain prix, c'est que les gens n'ont pas assez d'argent, c'est de la faute des gens. Bon, et on ne compte pas dans le système le fait que des intermédiaires vont effectivement, en quelque sorte, développer des monopoles,
concentrer les coûts, fixer les cours, abuser de leur position sur un marché, tout ça n'existe. Il n'y a pas de sociologie, au fond, de cette économie-là, tout comme il n'y a pas de pensée, au fond, on dirait aujourd'hui, écologique de la nature. Et le problème, je vous raconte une histoire. Le problème, c'est que pendant que on est en France, hein, quand je raconte ça, excusez-moi, j'aurais dû le préciser, c'est Louis XV, hein, on est en France, ça c'est la fin du 18e siècle. En milieu du 18e siècle, Carl von Linné développe ses théories sur la nature, c'est développé par toutes sortes de naturalistes qui sont, en fond, liés à lui, en Angleterre, en France, ailleurs. Les économistes s'emparent de ces théories-là et les appliquent au champ agricole en les faisant passer, au fond, sur le plan d'un grand marché ou sur le mode au fond, de la consommation monétaire. On va distribuer dans un marché, ce qu'on appelle le marché. Au début, c'était le marché des pommes et des patates. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le marché, ça vient de là. Le marché où on va, pour de l'argent, acheter de la marchandise qui aurait été produite de manière intensive. Et ça ne marche pas. Mais il reste que par là passait quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Adam Smith, hein, qui est le père officiel du libéralisme économique, et du capitalisme, qui passait par là et qui était déjà... qui ne partait pas à zéro, mais qui voit comment les choses fonctionnent. Il reste là quelques années, il retourne en Angleterre, mais il dit non, les économistes, c'est pas eux, c'est moi. Et moi, ce système-là, je vais l'appliquer pour tout, pas seulement pour le grain, les céréales, les carottes et les patates. Là. Tout va répondre à un système comme ça, monétaire, où on va tout traduire par l'argent, parce qu'il faut savoir qu'avant, l'argent, on n'en avait pas des gens comme nous. L'argent, c'était justement fait essentiellement pour le commerce interurbain. Les gens ils vivaient de ce qu'ils produisaient, puis c'était tout un système qui ne supposait pas qu'on ait des pièces de monnaie ou des cartes de crédit pour acheter quoi que ce soit. Les choses étaient beaucoup plus immédiates. Quoi. Bon. On a commencé à développer cette économie de marché. On a les Anglais, dans la foulée d'Adam Smith, David Ricardo, se sont dit les économistes, puis les Français qui se sont dit les premiers économistes, nous on va les appeler les physiocrates. Hein, c'est-à-dire les gens qui croient au pouvoir de la Terre, et on va les reléguer à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on pense à ce mouvement-là, on les appelle les physiocrates. Hein, c'est la postérité qui les a appelés comme ça. Et les premiers économistes, les deuxièmes économistes qui se sont présentés comme les premiers, c'est Adam Smith et David Ricardo, et les Anglais qui ont développé le libéralisme sur le mode marchand et sur le mode du marché, donc avec l'idée que le marché il prédomine. Quoi. Et l'idée, il développe Adam Smith développe des notions qui sont, à mon sens, terribles pour la postérité et qui nous joignent jusqu'à aujourd'hui et qui sont déjà chez les physiocrates, c'est l'idée qu'il y a une production qui est utile ou inutile. C'est-à-dire une production qui se voudra, les termes techniques, c'est productive et stérile. Ça, c'était chez les physiocrates. Hein. Productive ou non productive chez Adam Smith. Hein. L'idée d'une... Pour les femmes, ça a été terrible. Hein? L'idée du système capitaliste, là, dans sa définition idéologique, qui commence avec les physiocrates, c'est qu'il y a du travail productif, il y a du travail stérile. Être sur la terre et pêcher la terre et retourner la terre et travailler à la terre, ça c'est productif parce que c'est une activité qui va tout de suite engendrer du profit comptable. Hein? Garder les enfants, ça c'est improductif, parce qu'on travaille, mais ça ne permet pas un profit au bout de la ligne. Et donc on hiérarchise les activités. Hein? S'occuper des malades, garder les enfants, sur un mode marginal, je ne sais pas, moi, aménager une voie, ça c'est en pure terre. Il faut minimiser ce travail-là le plus possible. Il faut faire en sorte qu'il ne compte pour le moins possible, parce que ce qui est important, c'est de se concentrer sur un travail qui va permettre, dans une colonne comptable, d'inscrire un profit. Parce qu'on va avoir produit quelque chose qui va s'être vendu sur un marché, qui va dégager au fond un rendement financier qui va permettre une circulation monétaire. Et c'est au service d'une circulation monétaire qu'on place l'activité plutôt que de placer le média monétaire au service de l'activité. Vous voyez la perversion, c'est qu'on inverse les rapports dans le mauvais sens. Quoi. Et donc on entre dans une ère qui est encore la nôtre, où on distingue deux types d'activités. Une activité productive, hein, c'est-à-dire, pour nous aujourd'hui, c'est ça, vendre des petits pots de yogourt dans une forme aérodynamique qui va séduire les adolescents pour qu'ils mangent plus de yogourt que maintenant parce qu'ils n'en mangent pas assez selon une étude de marché, versus apprendre à jouer de la guitare acoustique, qui ne sert à rien, à moins qu'on soit capable d'aller voir Geoff Molson pour qu'il nous offre le Centre Bell pour remplir avec les billets qu'on va vendre, puis là, ça va faire augmenter le PIB. Mais tant qu'on ne fait pas augmenter le PIB, c'est dégradé. Et on est tellement aliénés qu'on l'a intégré nous-mêmes alors qu'on n'a même pas de capitaux, puis ça ne nous sert pas.
Mais on se dit, ah non, je suis découragé, mon jeune, il s'en va étudier en sociologie, qu'est-ce qu'il va faire, ça sert à rien. Alors que l'autre, en droit, c'est beaucoup mieux, il va faire de l'argent. Bon. Ça devient des catégories qui datent de cette époque-là, qui datent d'une époque où on a pris le mot économie pour ce qu'il voulait dire. Et là, je pourrais continuer en parlant de cette genèse-là de mot économie, même pour les sciences de la nature, avec ses accointances, avec son usage en théologie, je ne vais pas plus loin. Mais on a détourné ces usages-là qui renvoyaient à une sorte de compréhension à la fois philosophique et scientifique sur les relations, quelles relations on veut mettre en commun, à quelle fin, comment s'organise le monde, quelque chose de très ouvert et très humble en même temps. On est passé de ça au profit d'un usage comptable, instrumental et hiérarchique des principes économiques au profit d'une classe qui s'est approprié le mot économie. De combien de temps je dispose? Parce que je peux parler longtemps. Il reste 30 Très bien. Bon, donc on en était là au 19e siècle, quand la révolution industrielle s'est mise en branle, on a construit des usines, on a chassé les paysans des terres qui n'étaient pas utiles quand on a transformé les terres sur le mode du fermage, en champs d'exploitation intensifs, là aussi sur un mode marchand. Les villes se sont remplies de va-nu-pieds dont on ne savait pas quoi faire. On en a fait en partie des ouvriers dans les usines, en partie on en a fait des va-nu-pieds qu'on a envoyés en Amérique du Nord, en Australie, ailleurs. Allez-vous-en, vous êtes de trop, quoi. Il y a Malthus qui est arrivé. Malthus, qu'est-ce qu'il a dit? Sa philosophie est très simple. Puisque les pauvres sont un problème, pourquoi ne nous les laisserions-nous pas mourir, quoi, tout simplement, de génération en génération, empêchons-les d'avoir des enfants, et pour éradiquer la pauvreté, éradiquons les pauvres eux-mêmes, tout simplement. Et c'est ce qu'on s'est trouvé à faire à penser, mais aujourd'hui on peut se demander si c'est pas quelque chose qui est en creux à l'œuvre aux États-Unis, par exemple. Il y a une part de la population qui est tout simplement abandonnée à elle-même. Donc les catégories comptables se sont imposées partout. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont commencé à coloniser notre esprit. Vous prenez par exemple quelqu'un comme David Thoreau. David Thoreau, on peut voir en lui, et on a raison, là, quelqu'un, vous voyez qui c'est, celui qui a pensé à la désobéissance civile, à Walden, il s'est rompu avec le capitalisme, il s'est débrouillé par lui-même. C'est un peu le Robinson des États-Unis, là, si vous pensez au roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, là, c'est quelqu'un qui par lui-même, à Walden, construit sa maison, chasse, pêche, demande rien à personne, rompt avec le capitalisme, n'a pas de dette. Eh bien, quand vous lisez pourtant Walden, son journal, il est question d'argent tout le temps. Il dit, ce que j'ai fait, c'est l'équivalent de tant de dollars. Donc on voit que c'est dans sa tête, même quand il rompt avec ça, il pense en termes monétaires ce qu'il n'a pas eu à dépenser. Donc c'est encore, effectivement, le média qui a fini par prendre le dessus. Et bien pendant ce temps, étonnamment, il y a quelqu'un qu'on connaît très mal et qu'on pense connaître très bien, comme tous ceux qu'on pense connaître très bien. Il s'appelle Charles Darwin. Et je vais finir mon histoire là-dessus. Charles Darwin qui, lui, revient avec l'expression économie de la nature. Et là, au fond, elle tente de la réinvestir au moment où on l'avait oublié. On avait commencé par penser, on en était venu à penser la nature comme étant strictement une sorte de matière première, destinée à être exploitée sur un mode intensif pour qu'on puisse faire de l'argent en développant des marchés qui vont se procurer de marchandises. Et dans l'origine des espèces, Darwin revient avec l'économie de la nature et développe une pensée des espèces en tant qu'elles cohabitent, parfois sur un mode très violent, enfin en partie sur un mode très violent, non pas par rapport à ce qu'on a retenu en fonction d'une sorte de hiérarchie, où il y aurait en fait une sorte de hiérarchie des espèces, avec, je ne sais pas, tout en haut l'être humain, pas très loin le lion, le requin, puis en bas, je disais, quelques misérables hérissons, vulnérables ou je ne sais trop quoi. Mais au contraire, par rapport à un mot qui est central chez Darwin, mais qu'on n'a pas retenu, c'est celui des contingences. C'est celui des conjonctures, si vous voulez. Ce qui intéresse Darwin, c'est le fait que les espèces cohabitent en fonction d'un monde qui est tout le temps en train de changer. Vous êtes dans un ordre donné, telle espèce est vraiment pas menacée, il n'y a pas de prédateur, elle fait ce qu'elle veut, et tout d'un coup, changez l'ordre un petit peu, puis la plus forte devient la plus faible. Introduisez quelques loups.
faites disparaître les algues, augmentez le climat de 2 degrés. Pensez, la conjoncture va changer, l'ordre hiérarchique va changer aussi. En fait, l'économie de la nature, pour lui, c'est toujours une pensée des relations en fonction d'un temps, en fonction d'accidents, en fonction d'événements. Donc, il n'y a pas de loi une fois pour toutes qui va en quelque sorte s'appliquer pour penser cette économie-là, cet ordre-là. Deuxièmement, cette économie relève d'un mystère. C'est-à-dire qu'il se rend compte, il est impressionné par le fait que les espèces qui se développent le mieux sont celles qui sont soit pourvues d'attributs qui, dans le contexte, sont utiles. Tout d'un coup, on a des grandes ailes. Une espèce court vite. Une autre a des grandes mâchoires. Et dans ce contexte-là, ça lui est utile. Et si elle est menacée, peut-être qu'il y a comme une sorte de, ce qu'on appelle dans les sciences de la nature, un monstre, là, une forme un peu spécifique qui va se développer avec des griffes un peu plus grandes, des oreilles un petit peu plus efficaces, et qui va donner lieu dans sa descendance à une lignée comme ça qui, elle, va tenir, parce que dans la conjoncture spécifique d'un lieu, dans cette économie de la nature-là, ça sera un avantage d'avoir cet attribut-là, et cette espèce-là va se régénérer. Et ce qu'il trouve complètement mystérieux, c'est l'idée de la reproduction fidèle généalogiquement, ainsi que les déviances, quoi. Et tout d'un coup, un chien va se développer de telle façon que de génération en génération, il va se mettre à courir plus vite. Et donc, quand il court plus vite, c'est lui qui va être avantagé dans un certain ordre où ça sera nécessaire de courir vite. Et s'il est domestiqué par les êtres humains, ben là, il va cesser de courir, parce qu'il n'y a plus besoin de courir, ses oreilles vont tomber. Parce qu'il n'y a plus besoin vraiment d'être aux agrès, on lui donne à manger, il n'y a plus à chasser, il n'y a plus à se défendre, il n'y a plus à se méfier. Donc, il va devenir faible, et il va devenir aussi très efficace pour une fonction très spécifique, parce que c'est à ça qu'on l'a redressé. Donc là, ce qui est mystérieux pour lui, c'est comment il y a comme une sorte de transmission généalogique d'attributs, d'espèce en espèce, qui participent à l'élaboration des écosystèmes, à l'économie de la nature, et qui aussi compte quoi, dans cette histoire de l'évolution. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis sur la table, à défaut d'en avoir une. Et je voudrais juste là essayer de récapituler, parce que croyez-moi ou non, il y a une économie du sens dans tout ce que j'ai dit. Il y a deux façons de voir l'économie. D'une façon, je dirais, idéologique, c'est celle qu'on connaît le mieux, je n'y reviens pas. Et il y a une façon, je pourrais dire, plurielle, large, variée, profonde et un peu intimidante. C'est que là, tout d'un coup, on se rend compte que ce mot-là, quand on s'y ouvre, il a existé dans 1000 secteurs, il a voulu dire beaucoup de choses. Et tout le temps, il a pensé quelque chose d'absolument difficile à saisir, qui est le fait de systèmes qui fonctionnent dans des relations incommensurables. On pourrait le traduire comme ça. Une économie s'intéresse à un ordre dans lequel il y a tellement de relations qu'on ne peut pas exhaustivement les couvrir toutes et en être absolument conscient. Il y a quelque chose, et c'est ça une économie, c'est un système qui est ouvert et qui procède de relations et qu'on reconnaît comme étant actif comme tel. On n'essaie pas d'enfermer dans une théorie une fois pour toutes ou dans une sorte de compréhension absolue. Il s'agit de participer à ce système-là. C'est peut-être l'infléchir quand on en a besoin ou en respecter l'autorité quand on voit qu'elle s'impose. Et c'est exactement ce que fait par exemple Gilbert White, là, ce naturaliste, quand il pense l'économie du régime naturel. Il n'oublie pas l'être humain là-dedans. L'être humain en fait partie de plein pied. Et puis, il n'est pas non plus dans une sorte de contemplation masochiste où il s'agirait de laisser, je ne sais pas moi, un requin l'avaler parce que c'est sa nature. Il participe de plein pied. Et puis, ça l'énerve quand il voit des bestioles manger son chou. Bon, il est comme tout le monde, et si des bestioles mangent son chou, c'est un problème. Et puis, il est partie prenante de ce régime-là, donc il peut se défendre lui aussi. Mais aller jusqu'à préconiser l'extermination de ces bestioles qui mangent son chou, ça c'est un point où il ne voudra pas aller. Parce qu'il est conscient de faire partie d'une économie générale qui fait que ces bestioles-là ont une place nécessaire. Parce qu'en même temps, c'est les ouvrières de la terre. En même temps, elles rendent possible le chou qu'elles sont en train de manger par leur présence. Et agir comme Monsanto, sur un mode strictement comptable, et tout détruire en fonction d'une seule semence qui sera capable de pousser pour avoir la paix, ce n'est pas économique. C'est peut-être capitaliste, mais ce n'est pas économique. Parce qu'on est en train de détruire une terre
qui a mis des milliers d'années à se constituer. En quelques coups de produits chimiques, on a mis fin à un processus extrêmement complexe, extrêmement riche, qui relève de l'économie de la nature. Et on l'a nié, cette économie de la nature-là. Donc il s'agit d'être en phase avec des systèmes comme ceux-là. C'est aussi une façon de rappeler que nous, êtres humains, devrons, je dirais pas de gré, parce que j'ai compris que c'est pas là qu'on va spontanément, mais de force, on devra revenir à des considérations du genre, pour les raisons que j'ai évoquées d'entrée de jeu. Le capitalisme tel qu'il se développe n'est pas viable. Il n'est pas viable. Il n'y a pas assez de minerais, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez d'eau pour permettre son maintien. Et encore moins la croissance, dont on continue de parler d'une manière somnambule. Il faut changer de paradigme, et si on ne le comprend pas, la nature elle-même va se charger de nous le faire comprendre. Et si vous voulez avoir des indications de ce type de cycle, vous lisez Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. C'est des milliers de pages de plaisir, où vous voyez sur le temps long de l'histoire des famines, des sursauts de la nature venir rappeler continuellement aux êtres humains qu'ils n'en disposent pas. Bon. Et il faudra revenir à une approche comme ça. Une approche comme celle-là qui consiste à se considérer comme un élément de la nature et non pas un antagoniste de la nature, quoi. Une sorte de sujet qui est face à elle. Nous sommes d'elle, nous participons d'elle. Et s'il y a un économiste qui l'a compris, qui est une perle rare dans la confrérie, la corporation des économistes, c'est l'américano-roumain Nicolas Georgescu-Ruegen, qui lui a rappelé que l'être humain, contrairement aux autres espèces, ne se satisfait pas de ses attributs propres, de ses griffes, de ses mâchoires, de son ouïe. Il se dote d'instruments. Bon, donc du coup, il demande à la nature beaucoup plus qu'un écureuil, un castor ou un aigle qui procède de ce qu'il a. Alors, nous, on transforme des choses pour nous satisfaire. Et en plus, ces choses que nous transformons, qui deviennent des instruments extrêmement performants, nous font agir sur une échelle beaucoup plus large que celle habituellement dévolue à la place que nous occupons. Donc nous nous trouvons en quelque sorte à détruire les écosystèmes où nous nous trouvons d'une manière souvent irrémédiable, comme en témoigne, il y a très très longtemps déjà, le nomadisme. Le nomadisme, qu'est-ce que c'est? On saccage tout, on épuise tout, puis quand on a tout pris, on s'en va ailleurs. Et à plus grande échelle, ça s'appelle la colonisation. Quand il n'y en a plus assez chez nous, on va en Afrique, puis on vide tout ce qu'il y a en Afrique, puis on les traite de sous-hommes, puis on les regarde de haut, puis on trouve toute une idéologie pour justifier qu'on soit des barbares, en fait. Et on fait la même chose en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et un peu partout. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, on pourrait peut-être aller sur la Lune. Et là, on fantasme des ailleurs parce que non, on n'est pas capable d'évoluer en phase avec l'économie de la nature. Et on a remplacé cette économie de la nature-là par une économie marchande, comme pour sublimer nos impossibilités et passer d'un régime qui est limité à un régime qui se prétend illimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pêcher plus de poissons qu'il y en a dans l'eau. Témoin la filière de la morue qui a complètement disparu dans l'Est, dans les maritimes, parce qu'on a utilisé des techniques de pêche destructrices. Il n'y a plus de morue parce qu'on en a trop pêché d'un coup, avec des techniques folles, là, tellement efficaces que là, on tuait l'espèce, c'est ni plus ni moins. Mais sur un plan comptable, il est toujours possible de pêcher, d'engranger des profits parce qu'il n'y a pas de limite au calcul. On peut toujours compter tant qu'on veut. Et on n'a pas su penser le compte comme en phase avec les limites de ce qu'on compte. C'est toujours le problème entre compter COMPTER et compter CONTER, c'est quand on compte COMPTER, on compte CONTER, mais sans tenir compte de ce qu'on raconte. On fait juste compter. Les deux mots ont la même étymologie, mais le compte COMPTER consiste en fait à compter sans être sensible à ce que l'on raconte. On compte de la morue qu'on pêchera sans qu'il y en ait. On peut compter ce qui n'existe pas, parce que le compte a quelque chose d'autonome. Et
je voulais vous ouvrir à ça en sachant très bien, je vous avais prévenu, que dans cette approche-là, il n'y a pas un utilitarisme. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis polémique envers une corporation qui est celle des économistes, je suis polémique avec elle, mais mon but souverain consiste simplement à ce qu'on soit moins niaiseux, après être passé par ce raisonnement-là qu'avant, en se disant que fort de ces considérations-là, peut-être que nous générons des choses qui sont imprévisibles. Là. Donc, dans le sens où moi, je ne veux rien programmer. Là. Je ne pars pas en vous donnant une petite trousse, en disant, voilà, ce qu'il faut signer, envoyer une carte postale à votre ministre, voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il faut dire. Il n'y a pas d'injonction, ni de programme, ni d'attente. C'est simplement dire que le moment où on est affranchi, émancipé de cette colonisation mentale de l'idéologie économétrique, on est à même de s'ouvrir à des phénomènes relationnels beaucoup plus ouverts que ceux dans quoi nous enferme la science économique. Aussi, j'en profite pour dire d'une manière intergénérationnelle que nous sommes aujourd'hui parmi les derniers, mais je pense que ça reviendra parce que nous sommes face à un effet de mode qui durera son temps. Nous sommes parmi les derniers à avoir connu et à connaître le livre comme étant au centre de nos médias de référence. J'explique parfois à mes étudiants ce qu'est un livre. Je leur dis, regardez, c'est un livre. Je leur dis, ouais, c'est de la colle et du papier. Et les feuilles ne se détachent pas. C'est formidable un livre, parce que l'aspect le plus important du livre, c'est sa reliure. Pourquoi? Parce que la reliure du livre relie les pages et donc les idées ensemble. Ce que ne fait pas Internet, qui n'a pas de reliure. Et c'est la grande différence. Et donc, quand vous avez un livre, vous êtes obligé de faire des liens en nom des sous. Ça fait mal à la tête au début, mais après, on est content d'avoir fait l'effort. Et je pense que notre rôle ici consiste à vanter, et sans dénigrer d'autres modes, je sais pas, on ne va pas faire des réacts, là, on sait très bien à quoi ça nous exposerait. Donc, sans travailler à dénigrer d'autres formes médiatiques qui sont tout à fait dominantes aujourd'hui, rappeler les vertus de la reliure. Et aussi peut-être la chaleur du papier. Le plaisir qu'on a à annoter un livre, voire à faire tomber une goutte de café qui nous rappellera lorsqu'on la reverra plusieurs années plus tard ce moment qu'on a fait à lire un livre. Nous sommes, au fond, je pense, et je pense que c'est un rôle que nous pouvons nous donner, où que nous soyons, de trouver une façon de faire vivre le livre. En tant que c'est par lui, je pense, qu'on peut mener des formes de méditation intellectuelle comme celle que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, beaucoup plus qu'en quelques clics. Merci de votre attention. Bon. J'ai envie de faire comme tout à l'heure, je vais brasser les cartes. Allez, par hasard. Bon. Que pensez-vous de cette attitude alarmiste de Greta Thunberg face à l'évolution de notre civilisation? Est-ce que l'on n'est pas dans une phase d'adaptation face à un changement terrestre plus connu dans ces causes? Ouais. Bon, il y a un terme qui est très en vogue maintenant, mais je trouve ça plutôt bien, même si je ne le partage pas, c'est celui d'effondrement. Il y a des gens en France qui ont développé une discipline qui s'appelle la collapsologie, qui peut ressembler à un anglicisme, mais qui a des racines latines, dit-on, et qui consiste à penser l'effondrement. Et c'est intéressant, on a des gens comme Raphaël Stevens, Pablo Serpig, Yves Cochet et d'autres qui vont théoriser le fait que si on regarde tous les paramètres, la sixième extinction, les centaines de milliers d'espèces qui sont vouées à disparaître. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants dans ma vie depuis quelque temps et je partage en lisant les livres avec eux la vie des animaux. C'est souvent ça qu'on fait avec les enfants, on s'informe. Il n'y a pas un mammifère sur lequel je lis qui n'est pas directement menacé aujourd'hui. Sur la surface de la Terre, il y a 30 000 lions.
C'est incroyable qu'on en soit arrivé là. Les éléphants, même les requins, nommez-les, les hippopotames, chaque fois qu'on tombe sur une espèce, elle est menacée. Bon, c'est pas un suspense qui va durer 100 000 ans. Et si ça continue, on connaît la fin. Bon, et elle n'est pas heureuse. Bon, donc, il y a ça. Regardez pour qui on vote. Regardez l'épuisement des ressources pétrolières. L'exploitation conventionnelle est une chose presque du passé. Aujourd'hui, on cherche du pétrole à 3000 mètres sous les eaux, dans la boue en Alberta, dans des cailloux qu'on pulvérise, qui est à menacer les nappes phréatiques. Il y a quelque chose de désespéré, là. Où est-ce qu'on va aller après chercher le pétrole, quoi? Même chose pour les mines, on nous parle de la voiture électrique, presque de la soucoupe volante, mais vous savez que pour faire une pile efficace pour une voiture électrique, il faut du lithium plus qu'il y en a sur la Terre. Et en plus, on est dans l'obsolescence programmée qui consiste à épuiser, bousiller. Bon, alors oui, il y a lieu de penser quelque chose qui est de l'ordre d'un changement de paradigme, comme je l'ai dit. Moi, je préfère parler non pas d'effondrement, parce qu'il y a quelque chose d'un peu trop biblique, là, comme l'Apocalypse, j'aime pas cet imaginaire-là. Je parle d'érosion exponentielle. Et l'érosion exponentielle est une notion qui nous permet de comprendre qu'on y est déjà. La chose se passe déjà là, maintenant, aujourd'hui, et elle a commencé depuis longtemps. Les choses s'érodent parce que notre façon irresponsable d'exploiter les richesses mène à la destruction. C'est pas plus compliqué que ça. Un enfant comprend. Si on exploite une terre plus vite qu'elle peut se régénérer elle-même, à un moment donné, elle devient stérile. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Bon, si vous voyez un ministre de l'Agriculture, essayez de lui expliquer, parce que ce sont les seuls à ne pas comprendre. Bon. Donc c'est vers ça qu'on tend. On tend vers ça. Moi, je ne m'intéresse pas à la futurologie. Là. Je ne vais pas essayer d'expliquer comment ça va se passer, à quelle heure, comme dans une secte, là, le jour. Mais il reste que ça ne peut plus durer. Et c'est la motivation qui est la mienne aujourd'hui. Le mot économie ne pourra pas avoir dans cet ordre-là le sens qu'il a maintenant. Et je crois beaucoup je suis de ceux comme Jonathan Dumont-Folco qui pense que c'est à l'échelle municipale que le pouvoir va se concentrer parce que ce sera l'échelle sur laquelle on sera capable désormais de s'organiser. Beaucoup plus que celle d'un État comme le Canada qui suppose des moyens de transport qu'on ne peut plus se permettre, et encore moins la mondialisation néolibérale. Hein, il y aura des foyers politiques d'organisation qui seront peut-être reliés d'une manière confédérale, là, mais qui supposeront que là se passera l'organisation publique sur un sens, sur un mode aussi de proximité beaucoup plus vivant, beaucoup plus significatif. Aujourd'hui, ici, je suis dans une communauté, je le sens, les gens se connaissent, ça paraît, donc ça fait qu'il y a du lien. Bon, il y en aura encore plus parce qu'entre nous tous, il n'y aura plus Walmart et Tim Hortons, il n'y aura que nous. Hein, donc on sera, nous, en train de devoir s'organiser dans des assemblées, on délibérera sur qui fait quoi. Et comment on s'organise, hein, où sont les dispositions, les talents, les forces, où sont les besoins, les désirs, on mettra ça ensemble d'une manière autonome, hein, plutôt que de laisser une agence capitaliste nous dire ce qu'on pense, qu'on veut, et où le trouver. Bon, donc ce sera ça. Bon. Donc oui, je pense qu'on tend vers ça, et bon, quant à Greta Thunberg, vous savez que les médias, c'est un petit peu comme les schtroumpfs, quoi. Il faut un schtroumpf quelque chose. J'ai lu mon éditeur dans son dernier livre dire que j'étais le schtroumpf grognon. Il paraît que pas de côté, c'est le schtroumpf à lunettes. Bon, c'est ce qu'il dit. Bon, mais là, Greta Thunberg, c'est la schtroumpf jeune, quoi. Je ne sais pas, c'est la schtroumpf idéaliste. Bon. Et donc, les médias, il faut nourrir la bête, là, ils ont besoin de figures. Mais au-delà de sa figure, il y a tout un discours et toute une pensée, en fait, qu'on a intérêt à cultiver. Pour au moins, ne serait-ce que préparer le terrain pour ceux-là qui parlent et qui ont raison de parler. Hein, je ne veux absolument pas la dénigrer, qui ont 15 ans et qui se disent, et ça j'en ai été témoin, qui disent on a 10 ans hein, de régime comme le nôtre actuel devant nous. Eux, là, autant dans les années 60, on pouvait voir l'avenir devant soi, on pouvait tout se permettre, dire on bénéficiait des acquis qu'on était en train de se donner, enfin, des avantages de la Révolution tranquille, puis tout était ouvert. Aujourd'hui, tout est fermé. On a une jeune de 15 ans qui dit « j'en ai pour 10 ans à m'organiser, après c'est la catastrophe ». C'est comme ça qu'il parle, c'est de l'éco-anxiété. Et cette inquiétude-là n'est pas fantasmatique, là, elle est fondée. Donc nous, on doit tous ensemble préparer le terrain pour un nouveau paradigme. Et préparer le terrain, c'est abandonner le mot économie tel qu'on l'a détourné de son sens dans l'histoire et lui redonner ses droits par rapport à sa profondeur, à sa richesse et à sa variété.
le capitalisme devient une véritable religion avec ses dogmes et son salut, absolument. Que pensez-vous du futur de l'économie divine? Bon, je viens de répondre un peu à la question du futur, mais c'est tout à fait vrai que le propre de la science économique, c'est d'une part d'être un champ tout à fait régional, la pensée économique. C'est pas qu'il n'y a pas d'économie dans ce champ-là, c'est que l'économie veut dire beaucoup plus de choses que ce qu'on en a fait. Et le problème, c'est de s'être attribué en propre le mot. Alors, on fait comme si ce qui était économique, c'est ce qu'on fait dans la science économique, alors que, comme je l'ai répété multiples fois, c'est un terme qui est utilisé ailleurs. Bon, mais le problème aussi, c'est qu'on a ratatiné les autres usages dans ce champ-là, comme si on les avait complètement enfermés. Parce qu'il y a encore de l'économie psychique dans la science économique, ça va être le moral des ménages, ça va être la confiance envers les marchés, comme une sorte de psychologie de base là, qui est aussi utilisée dans le management, et qui en fait enferme l'économie psychique dans le monde économétrique du capital. Il y a la croyance, hein, la main visible, les grandes théories générales, puis aussi tout le marketing qui, au fond, développe des marques qui ont une valeur de culte. Non, les responsables du marketing chez Apple ou Harley Davidson, par exemple, pensent leur marque sur un mode religieux, par exemple, en essayant de créer des fidèles. Ils vont voir dans la marque quelque chose de plus que juste la signature d'un objet, mais quelque chose qui a comme une sorte de pouvoir de communauté, quoi, où on fait partie d'une communauté, parce que pour les marques de voitures, c'est la même chose, parce qu'on est, c'est très superficiel, mais on est, en quelque sorte, on gravite autour de la puissance transcendante de cette marque. Ouais, vous verrez dans mon bouquin, si vous voulez, je cite là, des auteurs là, en marketing, j'invente rien. C'est eux qui parlent de religion, corporate religion, quoi, la religion d'entreprise. Ah, et puis même chose pour les employés qui doivent être fidélisés et se voir comme appartenir à une église, quoi, au fond. C'est dit comme tel, c'est pas moi, c'est pensé comme tel dans la discipline, et c'est ce qu'écopent les plus jeunes quand ils vont dans des écoles de marketing et de management. Donc oui, il y a une sorte de valeur, une sorte de récupération pauvre, mais la grande différence entre la religion d'entreprise et les mythes, c'est notre grande psychanalyste québécoise qu'on ne connaît pas assez, Doris Louise-Hainaut, qui en parle. Doris Louise-Hainaut, dans son livre « L'inconscient qu'on affiche », elle montre que la différence entre la publicité qui essaie de travailler sur un mode comme ça, mythique religieux, puis le mythe, c'est que la publicité essaie de calfeutrer l'espèce d'étrange malaise qu'on a du simple fait d'être en vie. Et on a raison, d'un point de vue existentiel, de trouver étrange d'être vivant. C'est comme une sorte de mystère qui se répète à chaque matin. Là, on est vivant, d'où ça vient qu'on soit vivant. Comment on compose avec toutes sortes de failles, toutes sortes de doutes, toutes sortes d'angoisses. Et la publicité vient dire, ben, prends une bière, puis tout va bien aller. Va, tu vas. Achète-toi une voiture rouge. Oublie ça. Donc, et au fond, la publicité se nourrit de cette faille-là, se nourrit. C'est là où on va montrer les gens qui sont donc mieux que nous, puis donc plus beaux, puis plus vivants, puis ricanent mieux, puis bon, un peu plus, puis ils seraient dans des émissions littéraires du Canada. Ils sont tellement heureux d'être contents. Bon, il y a comme quelque chose de sublime, puis là, on imite nous-mêmes ça sur notre page Facebook, où on se montre plus beau que nous-mêmes, puis on est complètement fou, quoi. Bon, le mythe, lui, qu'est-ce qu'il fait, le mythe, à partir des Grecs, là. Bon, et puis jusque dans les religions, puis ensuite dans la littérature, chez Shakespeare, chez d'autres. Le mythe, il nous accompagne dans ce questionnement-là. Il ne règle rien, mais il nous fait sentir moins seuls. Il légitime, il nourrit, il soigne, il accompagne ce questionnement-là en faisant en sorte qu'on voit dans des grandes figures des semblables qui vivent l'humanité plutôt que de la nier en fonction de cette espèce de robot consumériste qu'on fait de nous, quoi. Et c'est toute la différence, et c'est pour ça que le mythe a beaucoup plus d'avenir que la publicité. Si on comprend bien, on ne peut pas exploiter à l'infini dans un système fini, absolument. C'est toute l'espèce de skis entre l'idée de la croissance. La croissance à 2 ou 3 %, c'est 2 ou 3 % d'un taux qui a déjà cru, qui lui-même était le 2 ou 3 % d'un taux qui avait déjà cru. Donc c'est exponentiel, c'est pas juste 2 % chaque année d'un même butin initial. C'est une courbe qui suppose donc plus de coupe à blanc, plus d'exploitation
de personnel, plus de Chinois qui travaillent à $1 par mois, plus de pétrole qui est gaspillé, plus d'objets qu'on fabrique pour qu'ils pètent, pour qu'on en achète d'autres, plus de... C'est ça le délire. Et je suis certain que si on est honnête intellectuellement, on s'arrête quelques minutes et qu'on regarde froidement cet ordre-là, et si justement on fait ce que tout nous décourage de faire, c'est-à-dire s'arrêter, faire une halte, penser, méditer, prendre du recul et observer l'ensemble de ce dans quoi on nous fait courir, on se rend compte que cet ensemble-là n'est sans qu'une idée. Il n'a plus de gouvernail, il n'a plus d'économie, il n'a plus de pensée des relations. Une course folle vers le profit qui détruit, qui déstabilise en vertu d'une réflexion à court terme. Je ne vous ai pas dit de Malthus tout à l'heure quelle était la définition de la richesse, c'est celui qui voulait la mort des pauvres pour qu'on n'en ait plus, pour qu'il y ait juste assez de bouffe au buffet pour les gens qui sont là. Sa définition de l'économie, c'est de la richesse, c'était ce qui est comptabilisable. Et il l'écrit explicitement. Oui, c'est sûr que savoir bien chanter, savoir bien danser, c'est une valeur pour quelqu'un qui sait ça plutôt que pas. Hein? C'est quand même mieux savoir chanter et danser que ne pas le savoir du tout. On peut se dire que ça augmente, ça va dans le sens de puissance d'être. Bon. Mais le problème, c'est qu'on ne considérera pas dans notre théorie que c'est une valeur parce qu'on ne peut pas le comptabiliser. Donc, parce qu'on ne peut pas le comptabiliser, ce n'est pas une richesse. Donc, on l'élimine et on le comptabilise, on subordonne la richesse à la capacité de la calculer. Si on ne peut pas la calculer, c'en est plus une. C'est quand même appauvrissant. Que pensez-vous de Jacques Monod? Le hasard et la nécessité, ça c'est vraiment quelle bonne question. Je dois le relire, ce livre, je l'ai lu quand j'avais des cheveux. Donc, vous savez qu'il avait beaucoup compté, ce livre. Je n'en dirai pas plus parce que j'en ai un souvenir très brouillon. Il faudrait même que j'aille voir ma fiche de lecture de 1993. Cela dit, Jacques Monod fait partie, dans mon souvenir, vraiment de ces auteurs qui donnent ces lettres de noblesse au genre de l'essai. Et l'essai, chez Monod, chez Latour, chez Annie Lebrun, chez des penseurs. L'essai, c'est un genre que je prise beaucoup. Parce que, contrairement, il n'est pas du ressort de la vulgarisation. L'essai, c'est pas la vulgarisation. L'essai, c'est une façon de déployer une pensée, de développer une pensée là où l'initié et le profane se rencontrent. C'est pas une façon pour l'initié de dire au profane, mais je vais condescendre à t'expliquer ce que tu ne comprendrais pas si je te le disais comme je le pense, là, puis je vais établir moi la ligne au-delà de laquelle tu ne peux pas aller, j'ai ce pouvoir-là en faisant de la vulgarisation. L'essai consiste à placer la pensée là où toute personne de bonne volonté peut s'y adonner, y compris les initiés. J'avais vécu ça, moi je vais raconter une petite anecdote, comme je travaille sur les paradis fiscaux, déjà j'avais eu un choc parce que c'était un temps où je me surmenais et je travaillais trop et je faisais beaucoup de conférences les unes après les autres, comme ça, à longueur d'année. Et il y a des moments où j'arrivais dans des assemblées et je ne savais même pas de quoi j'étais censé parler. Et même à qui. Je savais un jour que j'allais à Québec, je parlais à un syndicat, des membres d'un syndicat. J'arrive à l'heure, je suis organisateur, bon, de quoi je parle, est-ce que c'est quoi, c'est les paradis fiscaux, oui, d'accord, ok, c'est bon, je suis prêt. À qui je parle? Elle m'a dit, à notre syndicat, je sais très bien qui sera là. Elle m'a dit, c'est le syndicat des fiscalistes de l'Agence de revenus du Canada qui s'intéressent aux paradis fiscaux. C'est eux qui vont m'apprendre quelque chose, là, c'est ça? Non, c'est vous qui leur parlez. Et là, évidemment, c'est eux que je lis. Pour composer mes ouvrages, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous connaissez la nouvelle du violoniste Kafka? C'est une petite nouvelle, on est dans une salle de concert, des fauteuils rouges, les gens, tout ça, on entend l'orchestre qui accorde des histoires, les placiers qui vont, le silence, le noir, s'installe, le violoniste, premier violon qui est là, qui s'apprête à jouer, et puis là, on se apprend, c'est la chute de la nouvelle qui ne sait pas jouer. Moi, je me sentais un peu comme lui. Bon. Eh bien, j'ai commencé à parler des affaires. Eh bien, tout le monde a appris quelque chose. Pourquoi? Parce que l'essai me plaçait là où l'initié peut apprendre d'une lecture sociologique, philosophique, historique, cinématographique, psychanalytique, des dossiers qui épluchent sur un mode plus technique. C'est professionnel. Et c'est ça l'essai. Et Jérôme Monod fait ça pour la science. C'est-à-dire qu'on ne peut rien connaître à la biologie, à la vie, mais rien. Puis, si
aussitôt qu'on est de bonne volonté, puis on a un minimum de culture générale, on s'y adonne, puis chemin faisant, on se renseigne sur ce dont il parle, et c'est accessible. Bon, voilà. Mais la synchronicité, c'est une lecture que j'ai mise sur une de mes piles. J'ai des gratte-ciel de livres. Dernière question, et non la moindre, quel est l'avenir au Québec? Du Québec maintenant que les naissances francophones baissent, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, ça c'est vraiment pas mon dossier, puis je ne veux pas épiloguer. Moi, j'ai vraiment pas réfléchi. Je vais te donner dans l'opinion, j'aime pas trop en public de parler de choses que j'ai pas pu comme élaborer. Mais j'inviterais seulement à inviter Marc Fortier, qui vient d'écrire un livre sur Mathieu Bock-Côté, et qui ferraille avec lui, et qui dit ceci. Bien sûr que la culture et la langue, et au fond ce qui fait l'identité, relève de plus de choses qu'un simple usage utilitariste de la langue. La langue, c'est pas juste, au fond, avoir de la publicité en français. C'est navrant. Bon, c'est aussi dire, penser le monde, organiser le monde, être outillé, être nourri. Bon. C'est pas nécessairement les descendants de blancs catholiques qui sont capables de ça. Et il cite Amir Kadir, par exemple, qui a une photo de René Lévesque dans son appartement et qui cite Gaston Miron par cœur. On n'a pas besoin d'être un Tremblay pour faire ça. Bon, donc l'intérêt, l'important, c'est de faire en sorte qu'une culture soit vivante. Et donc pour cela, il faut que tout le monde la fasse vivre. Hein, et c'est sûrement pas... bon, voilà, c'est l'enjeu, mais c'est tellement pas mon dossier que je vais laisser cette étoile filante filer. Mais je pense que quelqu'un comme Marc Fortier pourrait être quelqu'un qui saurait mieux la suivre du regard que moi. Merci.